j'avais toujours l'impression que j'ai jamais réussi à faire exactement comme je veux, parce que entre avoir une idée et retranscrire cette idée à une personne pour qu'il la mette en place, le dev avec qui tu communiques, il n'est pas dans ta tête. T'étais un peu le genre de gars à arriver le lundi matin en disant putain, j'ai réfléchi tout le week-end, j'ai une idée révolutionnaire, faut absolument y aller. Ça va évoluer tellement vite en fait. Et le projet finalement que tu vas ouvrir, ou le projet qui va marcher, il va être sûrement radicalement différent à l'idée que tu as eue au départ. Moi, en plus, j'ai une liste aujourd'hui, j'ai des contacts, j'ai mon audience. Je peux lancer un SaaS si je veux toutes les semaines avec l'IA aujourd'hui. Et ça a été un problème dans l'exécution parce que j'étais pas en train d'utiliser ma solution tous les jours. Et ça se ressent après dans l'exécution, dans la maintenance, dans les mises à jour, dans l'évolution du produit. Eh bien, salut, pour cette session un peu interview et retour d'expérience où je retrouve un ancien collègue, patron, ami avec qui j'ai bossé pendant plusieurs années, qui est Anthony Nevo. Salut Anthony. Salut Jean-David. Alors, un petit disclaimer en tout début d'interview, bah, donc effectivement, Anthony a été mon boss pendant plusieurs années, bah, sur mes débuts au Québec en fait. J'ai eu le plaisir de bosser pour lui en tant que développeur, au début sur une petite équipe, puis après je me suis retrouvé un peu en bras droit technique, puis après il y a eu une équipe qui s'est reconstituée, puis il y a eu le Covid au milieu de tout ça, il y a eu plein de projets d'entreprise, il y a eu Ouais. l'IA qui va être le sujet de nos préoccupations aujourd'hui, et voilà, ça m'intéressait de ce relationnel un peu qu'on a qui était assez proche quoi. Pendant des années, on s'est retrouvés à discuter tous les matins de projets informatiques, de faire un peu le point parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé avec l'IA que je pense que d'avoir le feedback d'un entrepreneur comme toi, ça peut être super intéressant. Ouais, c'est sûr que ça va vite. Il y a beaucoup de changements ces dernières années, ça c'est sûr. Ouais, quand je me remémorais là avant cette visio, les projets qu'on a fait ensemble, en fait, t'as l'impression vraiment que c'était la préhistoire, quoi, euh, en termes de façon de le réaliser. Ouais, c'est vrai Donc, que ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que ça évolue ouais, très rapidement. Tout, là, ces 12 derniers mois, en fait, il y a vraiment des modèles, j'ai l'impression, qui sont arrivés sur le marché, là, qui ont fait quand même une grosse différence dans l'exécution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même en étant, tu vois, je peux me permettre de coder des choses assez quand même complexes aujourd'hui en le faisant tout seul, quoi. Alors que, bah, comme tu le sais, je sais pas coder. J'ai toujours une compréhension un peu technique de ce qu'un développeur peut faire, mais j'ai jamais vraiment mis les mains dedans. Et quand je vois ce que j'arrive à faire aujourd'hui, complexité technique de certains projets, juste avec de l'IA, c'est assez fou en fait. Ça ouvre en plus des opportunités incroyables, je trouve, pour les gens. Enfin, je vois ce qu'on faisait avant. Moi, dès que j'avais une idée, ça nécessite quand même avoir une équipe, avoir des devs. Ça a des coûts derrière. Et puis surtout, ça a un temps d'exécution. Tu sais, tous les projets qu'on a développés ensemble, on avait toujours un objectif de réduire les temps d'exécution. Parce que c'est une erreur que j'ai faite au début, c'est de lancer des projets trop tard finalement et de tester des idées en prenant trop de temps. Donc l'idée, c'était à chaque fois de réduire le temps d'exécution. Parce que ce temps d'exécution, il a un coût finalement aussi. Mais là, c'est sûr qu'avec l'IA, les gens peuvent se permettre de tester une idée en, en 24 heures s'ils veulent. Et ça, c'est assez incroyable. Les coûts, que ce soit financiers, ont drastiquement chuté. Le temps d'exécution a drastiquement chuté. Et les gens, les personnes que tu as besoin pour exécuter un projet a drastiquement chuté aujourd'hui. Et tu peux même réussir. Il faut quand même, je pense, même aujourd'hui avec l'IA, comprendre un minimum de choses sur la technique, quand même, je pense. C'est sûr que quelqu'un tout seul aujourd'hui peut quand même abattre une grosse quantité de travail et peut lancer un SaaS s'il veut ou un projet assez technique, assez développé.
ça offre, c'est sûr, beaucoup d'opportunités aux gens qui ont beaucoup d'idées et qui veulent tester des idées, qui veulent exécuter des projets. Ok, bah écoute, le but ça va pas être de faire une interview pour refaire tout ton CV. De toute façon, je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui te connaissent sur le net, mais est-ce que tu peux commencer par raconter, si tu remets en marche ta mémoire, les, euh, les frustrations que tu pouvais avoir quand il y avait de la conduite de projet plutôt classique. Moi, je me souviens que dans notre collaboration, tu étais un peu le genre de gars à arriver le lundi matin en disant putain, j'ai réfléchi tout le week-end, j'ai une idée révolutionnaire, faut absolument y aller. Puis nous, informaticiens, on était les tristus à te dire bah ok, rendez-vous dans 2 mois pour avoir un premier truc fonctionnant. Et puis en 2 mois, il se passait énormément de choses dans ta tête, il se passait énormément de choses dans le marché. Est-ce que tu peux nous parler de cette frustration que tu avais à l'époque? Ouais, bah c'est vrai que oui, moi j'ai beaucoup d'idées toujours aujourd'hui de choses que je veux tester principalement et qui changent en fait assez vite. Et c'est vrai que je me rappelle au tout début, moi quand j'ai fait développer des projets, où je contactais des agences, etc., ils me demandaient un cahier des charges. Ok, c'est bien bon un cahier des charges, mais et je comprends pourquoi ils veulent un cahier des charges, parce qu'ils sont obligés d'évaluer le projet. Mais un cahier des charges, quand tu veux juste tester une idée et mettre un projet en place, ça va évoluer tellement vite en fait. Et le projet finalement que tu vas ouvrir ou le projet qui va marcher, il va être sûrement radicalement différent à l'idée que tu as eue au départ. Donc moi, ma première frustration, c'est dans le temps d'exécution. C'est-à-dire que moi, il faut que j'aille très vite il faut que je puisse tester des idées très rapidement et je suis pas campé sur une position sur ah j'ai eu cette idée, il faut que ça soit comme ça. Je peux basculer d'un projet du jour au l'autre en 360 du jour au lendemain, ça me pose pas de problème si je vois que bah ça doit être fait. Donc ce temps d'exécution, ça a toujours été un frein et un peu une frustration pour moi. Ça, c'était une première grosse frustration. Deuxième frustration, c'est que j'avais toujours l'impression que j'ai jamais réussi à faire exactement comme je veux, parce que entre avoir une idée et retranscrire cette idée à une personne pour qu'il la mette en place, le dev avec qui tu communiques, il n'est pas dans ta tête. Et ça crée forcément ouais, des frustrations. Donc ça, c'est assez, ça peut être complexe aussi. Et ça peut être complexe dans les deux sens. Pour le dev, c'est frustrant, ça peut être frustrant aussi d'avoir par exemple quelqu'un comme moi qui a toujours plein d'idées, qui veut changer des choses, etc. Pour toi, je pense, Jean-David, ça a été frustrant parfois parce que il te faut des indications. Et moi, je peux changer de décision rapidement, il me faut des réponses rapidement. Des fois, bah, on se comprend pas sur. Donc c'est frustrant des deux côtés finalement. Donc je pense que c'est les deux principales frustrations, c'est le temps d'exécution et puis le fait que bah, ce que j'ai dans la tête des fois c'est pas ce que j'imagine une fois que je suis en train de le tester. Euh, je pense que ouais, les. Moi, ce qui me revient en tête, et ça rejoint ton deuxième point, c'est la nécessité absolue d'agilité. C'est-à-dire que, effectivement, on a travaillé avec les moyens qu'on avait à l'époque pour réduire les temps d'exécution entre ton, on, on a bossé ensemble sur 3 projets différents, je pense. Puis on avait eu un premier avant qui était une app mobile. Et on se disait qu'à chaque fois que tu réalisais un projet, on arrivait à réduire le temps, mais à un moment donné, tant qu'on est resté sur des aspects réalisation humaine, il y avait un truc difficilement compressible. Et en fait, moi, le souvenir que j'en ai, c'est que on jetait beaucoup de code parce que tu me disais un truc, ah ben on va essayer telle piste. En général, c'était sur des stratégies marketing, mais qui nécessitaient du boulot technique derrière. Et en fait, on le testait. Enfin, tu lançais l'idée, on essayait de réduire au maximum la réalisation, mais c'était 1, 2, 3 semaines. Et puis quand ça marchait pas, bah en fait c'était douloureux pour tout le monde quoi, parce que bah euh, moi en tant que technicien, il y avait peut-être effectivement une frustration de mettre à la benne mon boulot, mais surtout en fait c'était de réaliser l'engagement financier que c'était quoi. C'était 3 semaines de salaire, c'était 3 semaines d'engagement d'une équipe qui faisait pas autre chose. Et je pense qu'à la fois tu avais le bon réflexe de dire bah ça marche pas, on met à la benne et puis on fait autre chose.
on se frustre pas trop sur le passé, mais en même temps, bah, les engagements financiers étaient sans commune mesure avec ce qu'il y a aujourd'hui. Et je pense que le truc qui a été un grand choc pour des gens comme toi, quand ils ont découvert du coding avec de l'IA, c'est ce côté de pouvoir réaliser une idée et de la mettre sur le marché, même si elle est très imparfaite, de manière très très rapide, même si après il y a un temps de réalisation pour consolider, on pourrait y revenir, mais ce qui m'amène à ce que tu fasses le récit un petit peu de comment ça ressemblait à quoi tes premières expérimentations quand t'as ouvert à l'époque, je sais pas, si c'était un Lovable ou un ChatGPT ou quoi que ce soit, mais tes premières expérimentations qui t'ont amené à te dire putain, je peux faire ça tout seul. Faisant le récit, ça ressemblait à quelle démarche? Je pense qu'au départ, vraiment quand j'ai eu un gros déclic, c'est quand j'ai utilisé Codex de OpenAI et je me suis mis pour tester à coder un SaaS assez technique, mais pas non plus trop complexe. Mais quand j'ai vu à quel point j'avais réussi à exécuter le projet, que ça fonctionnait, que j'avais toutes les étapes d'inscription, de paiement, que tout était en place et que ça m'avait mis 2-3 jours pour tout mettre en place. Ça a été un premier gros déclic où je me suis dit, ça c'est le pire au niveau exécution que, euh, que je peux faire par la suite parce que de toute manière les modèles ils vont faire que de s'améliorer. Donc si aujourd'hui je suis capable de faire ça, ça veut dire que dans l'avenir je suis quasiment capable de faire un peu tout ce que je veux, il va pas avoir beaucoup de limitations. Et donc là, ça a été un gros déclic de me dire waouh, ouais, c'est génial, je peux vraiment imaginer des choses même très techniques, très complexes, ça devrait pas poser de problème. Peut-être ça peut poser un problème aujourd'hui, mais dans l'avenir, ça posera pas de problème. Donc ça a été un peu un gros déclic. Puis après, c'est vrai que moi, j'ai commencé à ce moment-là à m'intéresser beaucoup au marché financier, au trading. Et le deuxième gros déclic, c'est que j'ai pu analyser des tonnes et des tonnes de données en codant des choses moi-même avec l'IA. Et ça a été assez incroyable parce que j'ai pu faire beaucoup d'expérimentations, beaucoup, on appelle ça de backtest, beaucoup de choses au niveau, enfin sur les marchés financiers, grâce à ça que j'aurais vraiment du mal à le faire là, en l'occurrence avec des devs, parce que là, en l'occurrence, je teste des idées, enfin pendant plus d'un an, j'ai testé des idées quasiment tous les jours en fait, en faisant des backtests, en faisant énormément de choses. Et donc, ouais, ça a été un gros déclic aussi de me dire, ok, je vais pouvoir utiliser l'IA pour faire tous les calculs que j'ai besoin et pour reconnaître des patterns sur le marché. Et quand j'ai vu les résultats que ça pouvait m'apporter, je me suis dit, ça a été un second déclic. Ah, ouais, bah ça me parle bien parce que on en avait parlé à l'époque. Moi, j'avais essayé avec un collègue Ouais, de jouer avec la notion de robot de trading, mais en le faisant en manuel. Et en ouais, fait, on avait exactement la même frustration et le même impact financier, mais là, c'était pas du temps salarié que tu grillais, c'était que, en fait, le temps que mon collègue fasse son analyse, puis que je code son hypothèse et qu'on le puisse la réaliser sur le marché, en fait, on réalisait qu'on avait un moteur parfait pour le marché d'il y a 2 mois, quoi. ouais, Et, euh, ouais. ça amenait à un truc de dire, mais il nous faudrait une DeLorean pour arriver à avoir un truc qui permette de vraiment fonctionner, quoi. Euh, et j'avais une question sur le fait que de ce côté, d'un coup, tu as un grand choc, tout devient possible. Je pense que tous ceux qui ont eu une vie avant les AI et après les AI en termes de construction de projet ont eu ce moment incroyable. Et est-ce que, suite à ça, tu as eu une phase où le fait que tout était possible t'a bloqué quelque part en disant, bah, ça t'a amené une espèce de panique à dire, bah, j'ai tellement de trucs qui sont possibles que je sais plus quel chemin prendre, ou ça a été quoi tes recettes pour garder ou retrouver ton sang-froid là-dessus? Bah en fait, là, je pense qu'il y a un piège, hein, c'est de me dire, parce que quand tu vois ça, moi, en plus, j'ai une liste aujourd'hui, j'ai des contacts, j'ai mon audience, je peux lancer un SaaS si je veux toutes les semaines avec l'IA aujourd'hui.
Le piège un peu, c'est que tu tombes justement un peu dans cette euphorie. Tu te dis ah ouais, bah, je peux coder ça, je suis sûr ça va prendre sur mon, je peux faire pas mal de ventes là-dessus, je vais le faire. Et j'ai dû me freiner beaucoup là-dessus et je l'ai pas fait d'ailleurs, en disant non, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est que je crée quelque chose que moi j'ai besoin, que j'utilise moi-même tous les jours, qui m'apporte des résultats. Et, et je me suis vraiment focus sur cette partie-là. D'ailleurs, tout ce que j'ai fait avec l'IA en termes techniques depuis maintenant un an et demi, je ne l'ai pas commercialisé, tu vois. C'est des choses que j'ai pour l'instant utilisées que pour moi-même. Et je dis pas que je le ferai pas peut-être par la suite, mais si je le fais, je le ferai parce que je peux montrer un- comment moi-même j'utilise ma solution pour obtenir des résultats. Donc ça c'est un peu le piège. C'était le piège également pour moi avant de lancer des projets parce que je vois une opportunité sur le marché et que c'est pas vraiment un besoin que moi j'ai. Donc c'est pas non plus un problème que je comprends réellement. Mais c'est encore plus un piège aujourd'hui dans le sens où il y a plus de, il y a plus de, il y a toutes les barrières qui sautent au niveau exécution, au niveau temps, au niveau ressources. Et du coup, vu que toutes ces barrières sautent, je pourrais être tenté à faire à lancer un projet tous les mois. Mais c'est pas mon, voilà, c'est pas mon objectif. Et donc, tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, voilà, enfin, je l'ai fait principalement pour moi, en fait, pour mes propres besoins. Et ouais, ça peut être un piège parce que tout le monde parle de créer des projets. C'est chouette en effet, mais il faut pas oublier non plus que ça demande un minimum de maintenance derrière si tu lances un projet. Il va falloir le faire évoluer le projet. Donc, tout ça, c'est aussi assez important de le prendre en compte. Et moi, ce que je conseille surtout toujours aux gens, c'est toujours de faire quelque chose au niveau technique. Pas parce que la personne voit une opportunité sur le marché. Moi, je l'ai fait. Avant, j'ai vu des opportunités. On a créé un CRM, par exemple, ensemble. J'ai vu une opportunité, je l'ai fait, ça a marché. Mais c'est pas un besoin que moi j'avais. Et ça a été un problème dans l'exécution parce que j'étais pas en train d'utiliser ma solution tous les jours. Et ça se ressent après dans l'exécution, dans la maintenance, dans les mises à jour, dans l'évolution du produit. Donc moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est vous voulez développer quelque chose, c'est bien. Faites quelque chose que tu vas toi-même utiliser tous les jours, que tu as besoin dans ton quotidien. Parce que ça va te permettre de le maintenir, de le faire évoluer et surtout d'avoir une version de ton projet qui va être mieux exécutée et généralement qui va être bien meilleure également à l'utilisation. Ouais, c'est un beau conseil, ça. On a retracé rapidement donc ton parcours avant de faire ce switch AI. Donc, t'as monté sur le tas tout un tas de compétences de conduite de projet informatique finalement, puisque bah, t'es parti d'un truc qui avait rien à voir au départ. T'as pas du tout de formation technique. Et t'as commencé par être un influenceur YouTube avant que le mot influenceur existe. Puis petit à petit, ça t'a amené à donner des envies de construire les choses. Puis là, t'as vraiment, pour le coup, appris en faisant. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as l'impression que ce savoir-faire, pas technique, mais si un petit peu quand même, mais de savoir ce que c'est que de mener un projet technique de A à Z, c'est un truc indispensable ou tu pourrais imaginer faire la même chose sans avoir passé ces étapes-là? Non, je pense que ouais, c'est assez pas indispensable. Je sais pas si c'est indispensable, mais en tout cas, enfin, peu importe les projets que je vais mener par la suite, tout ce que tu as fait dans le passé, tout ce que j'ai pu faire dans le passé va de toute manière me servir parce que on fait toujours plein d'erreurs. Je continue à en faire aujourd'hui, mais généralement, tu apprends et tu les refais pas. Tu vois, c'est le truc de partager, de développer des projets que j'utilise moi-même. Ça, c'est une des grosses erreurs que j'ai fait dans le passé. C'est plus une erreur que je reproduis aujourd'hui. Et cette erreur, je la fais plus aujourd'hui parce que je l'ai faite dans le passé, en fait. Donc, parfois, en fait, ce que je dis aux gens, on a beau écouter quelqu'un qui va dire ça, et tu vas entendre souvent que quand tu débutes, tu vas faire cette erreur. Et tu peux être conscient de ça. Le problème, c'est que quand tu l'as pas fait toi-même et que tu l'as pas expérimenté,
Même si tu es conscient que, ok, il faut pas faire cette erreur ou faire ci, tu vas quand même le faire. Tu vas quand même le faire et la leçon, tu l'apprends quand tu as vraiment concrètement fait l'erreur en question. Donc, dans tous les projets que j'ai exécutés, soit au niveau technique, marketing, gestion, voilà, j'ai appris énormément de choses. C'est important aussi de se connaître sur c'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faibles. Moi, je suis pas très bon dans la gestion, dans la gestion par exemple d'équipe, dans le management. C'est pas un truc qui me passionne, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Et je me suis retrouvé, tu vois, quand on était à Montréal, avec, je sais plus, on était 15 à un moment, à devoir gérer trop de monde et j'étais pas vraiment hyper épanoui pendant cette période parce que finalement, je faisais des choses au quotidien que j'avais pas vraiment envie de faire. Ça, c'est pareil. Si tu passes pas par ça pour le vivre, l'expérimenter, c'est difficile de savoir. Donc, tous les projets que tu peux mener te donnent aussi des informations sur toi-même. C'est quoi tes points forts? C'est quoi tes points faibles? Qu'est-ce que tu dois déléguer? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux pas faire? Euh, pour te focaliser ensuite sur ce que tu vas faire mieux que d'autres personnes. Parce que finalement, moi, le management, où il y a plein de choses où je suis moins bon que énormément. Enfin, ça sert à rien que moi je le fasse. J'apporte aucune valeur ajoutée à le faire. En fait. Aucune. Et je vais même faire les choses moins bien. Et donc, toutes les choses où j'ai aucune valeur ajoutée, il faut que je les délègue. Donc ça a été une erreur que j'ai faite auparavant. J'ai fait beaucoup trop de choses que j'aurais dû déléguer parce que c'est pas là que j'apporte de la valeur. Et aujourd'hui, ton expérience, en fait, c'est de tout ce que tu mets dans la colonne, faut que je le délègue. T'arrives à le déléguer à la machine, en fait? Ou est-ce que t'as des manques quand même, des trucs où t'aurais besoin, où tu as des interlocuteurs humains à côté de ça? Ouais, il y a toujours, quand tu exécutes un projet, il y a toujours des parties administratives, par exemple. Donc ça, tu vois, je le fais pas gérer par de l'IA. J'ai quelqu'un qui gère toute cette partie. Le relationnel avec les clients, c'est pareil, tu peux le faire avec de l'IA pour la plus grosse partie, mais tu pourras pas, même aujourd'hui, je ne conseille pas de le faire à 100%, tu vois. Tu vas faire traiter le plus gros des demandes, les choses qui sont classiques, etc., où tu peux répondre facilement et mettre tout ça en automatique avec de l'IA. Mais il y a toujours des besoins clients qui sont très spécifiques, qui vont pas rentrer dans une case, qui vont pas rentrer dans quelque chose qui a été posé auparavant comme question, ou qui est vraiment directement relié à un besoin spécifique du client. Donc ces choses-là, tu peux difficilement, même aujourd'hui, tu vois, les faire gérer avec de l'IA. Donc il y a ça. Au niveau technique aujourd'hui, c'est vrai que pour ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai personne qui dans mon équipe pour ça, je gère tout seul. Mais comme je te disais, là je suis vraiment dans une phase où j'utilise ce que j'ai fait pour moi-même, pas dans une phase où j'ai commercialisé un projet que j'ai fait développer avec de l'IA. Donc c'est un petit peu aussi différent. Mhm. Et t'as pas les problèmes de montée en charge, de sécurité, C'est comme si ça, tu avais un SaaS grand public. Euh, exactement. on est dans les points forts et points faibles. Tu l'as pas évoqué, mais je pense que tous ceux qui te connaissent mettraient ça en avant. C'est que tu as une détermination en acier trempé. Ton succès sur YouTube au départ, il était pas mal lié à ça, sur des vidéos de motivation. Et c'est un truc qui est une de tes grosses qualités dès qu'on te côtoie un peu professionnellement ou même personnellement. Et tu crois pas que ça t'a aussi beaucoup servi? Moi, je vois passer beaucoup de jeunes qui sont dans l'euphorie de putain, je peux tout faire avec de l'IA, mais qui en fait, au lieu d'avoir trois side projects pas terminés, ben ils en ont 50 quoi, mais ils arrivent à en terminer aucun. Euh, c'est moi ce que j'identifie chez toi, c'est la détermination pour parer à ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner dans ce domaine-là? Ouais, bah c'est vrai que je suis certainement oui, assez déterminé quand j'ai quelque chose en tête et quand je veux le faire. Aujourd'hui, bah c'est pareil, c'est une erreur que j'ai fait dans le passé. À un moment, je gérais
4 startups en même temps. Quand tu fais ça, forcément, ton temps, tu le divises en 4, où tu vas donner 40% ici, 30% là, 20% là. Donc, tu pourras jamais amener un projet à avoir. Ça dépend toujours des ambitions de chacun. Moi, quand je fais quelque chose, j'essaye toujours d'avoir des résultats qui vont être très hauts pour les projets que je veux mener. Et donc, si je veux avoir des résultats très hauts, des résultats largement supérieurs à la moyenne, il faut que je me consacre quasiment à 100% à ce que je fais en fait, parce que sinon c'est compliqué. Tu vois, il y a un an en arrière, j'ai commencé à m'intéresser un an et demi au marché financier, au trading. J'ai mis beaucoup de choses de côté. J'ai mis beaucoup de choses de côté pour faire que ça. J'ai passé 6 heures, 8 heures par jour à faire des calculs. Là, ça fait un an que je fais ça. Mais j'ai appris, je pense, cette période de un an, euh, j'ai appris dans le secteur en question qui ont fait des erreurs, qui apprennent des choses. Et pour ça, c'est pour ça que je dis que pour ça, il faut être déterminé dans ce que tu veux, mais il faut surtout être passionné aussi, parce que tu vas pas passer 6 heures, 8 heures par jour, ou peu importe, à faire quelque chose juste parce que tu as une carotte financière au bout, et tu vas dire oui, une fois que je vais faire ça, je vais être riche, ou je vais gagner beaucoup d'argent, etc. Parce que tu vas abandonner au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu vas pas avoir la détermination nécessaire en fait pour aller au bout. Donc ça, je reviens à ce que je disais auparavant. Quand tu développes quelque chose que tu fais, que tu utilises toi-même tous les jours, forcément, déjà, tu es beaucoup plus passionné par ce que tu vas faire. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, surtout avec l'IA, le danger de se disperser, il est encore plus grand. Sauf que si tu veux faire quelque chose à un très haut niveau, il faut savoir refuser des opportunités. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, il y a beaucoup d'opportunités, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais tu peux pas tout faire. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et ensuite, c'est dur, parce que tous les jours, tu es obligé de dire non. Tous les jours, tu es obligé de dire non à plein d'opportunités que tu peux voir. Là, si aujourd'hui, par exemple, je vais sur AppSumo, la plateforme américaine qui vend des SaaS, j'ai qu'à regarder ce qui cartonne en termes de SaaS, le software qui marche le mieux sur la plateforme, et je le duplique si je veux. Et je le lance à mon audience là dans un mois, et je fais un grand lancement sur mon audience, et ça va sûrement cartonner. Mais si je commence à faire ça, ça veut dire que j'enlève du temps sur ce que je suis en train de faire maintenant. Il faut savoir dire non. Il faut savoir déjà ce que tu veux. Une fois que tu sais ce que tu veux et que tu te lances, bah, il faut savoir dire non à toutes les opportunités que tu vas avoir. Le problème quand on voit des opportunités, surtout quand on est dans un domaine ou dans un projet pendant un bon moment, c'est que ça va être toujours plus sexy que ce qu'on est en train de faire. On va toujours croire que ah oui, là je vais avoir des résultats plus vite, là ça va mieux marcher, là ceci, là cela. Le problème c'est que tant que tu n'as rien exécuté, tu vois pas tout ce qui est caché. Quand tu commences à faire quelque chose, c'est là que tu te rends compte ah oui, j'avais pas prévu ça. Ah, j'avais pas prévu ça. Ah, je pensais que ça allait marcher beaucoup plus vite que ça. Et quand tu es en train de regarder quelque chose d'autre, tu vois pas toutes ces choses. Tu vois que le côté tu vois tous les côtés positifs en fait. Donc ça, il faut faire attention parce que tu peux comme ça sauter sur une nouvelle opportunité tous les mois sans jamais rien faire à fond. Et parfois, quand il faut arrêter, il faut arrêter. Ça, des fois, c'est difficile de savoir quand il faut arrêter, quand il faut continuer. Mais c'est pour ça que euh, faire quelque chose qui est juste sur l'aspect financier parce que je vois une opportunité, je vais difficilement avoir le niveau de persévérance nécessaire pour amener ça à un très haut niveau.
Je comprends, ouais. Mais est-ce que tu crois pas, puis ça serait pas une bonne nouvelle pour les jeunes qui se lancent maintenant, que tu arrives à faire ça aujourd'hui parce que tu as déjà vécu l'adrénaline d'un lancement à court terme, que faire un lancement, puis gagner plusieurs centaines de milliers d'euros en une journée, c'est des choses que tu as déjà fait. Et comme tu l'as vécu, tu arrives aujourd'hui à dire non à cette adrénaline à court terme, mais euh, tu crois pas que c'est compliqué pour un jeune qui a faim, qui a soif de succès et qui a soif de succès rapide, de garder un peu cette rigueur? Bah forcément, oui, c'est plus simple. Tu vois, par exemple, là, ça fait plus d'un an, j'ai mis beaucoup de projets de côté, je me consacre sur ça, et forcément, aujourd'hui, j'ai plus de moyens financiers que je l'avais auparavant. Donc, c'est plus facile pour moi de me concentrer sur ça, clairement. Parce que je suis pas dans l'obligation d'avoir des revenus là dans le mois. C'est pas un problème si j'ai pas de revenus qui rentrent, par exemple, sur des projets. Forcément, c'est, c'est plus simple. Le fait que je l'ai déjà fait, enfin, moi, si je me compare avant, c'est sûr que quand t'es, quand j'avais, je sais pas, moi, je suis parti de Bretagne, j'avais 2000 euros en poche, ma vieille 206, je regardais ce que je peux faire sur le web. Forcément, là, j'ai plus envie de sauter sur les opportunités, même si c'est pas un truc que j'utilise moi-même, parce que j'ai la dalle, tu vois. Il faut que je paye mon loyer à la fin du mois. Donc, oui, c'est un peu plus difficile. Mais en fait, je dirais même là, c'est-à-dire que si tu passes ton temps, si tu passes du temps à créer quelque chose ou plusieurs choses, autant le passer sur quelque chose euh, qui va te servir toi, que tu vas utiliser. Autant, parce que tu vas passer du temps de toute manière. Donc, autant courir après une opportunité qui va solutionner, par exemple, un problème que toi tu as. Et parce que y a pas de différence. De toute façon, le temps d'exécution, il sera là. Donc, autant le faire dans ce sens-là, en fait. C'est ce que je me dirais aujourd'hui, même si je serais à mes débuts. Ok, super intéressant. Puis tant qu'on est sur le sujet un peu de savoir quelle ligne de conduite avoir, toi tu te projettes comment à plus long terme? Donc un robot de trading qui fonctionne, qui a des résultats positifs, qui est pas encore sur son rythme de croisière, si j'ai tout compris, mais qui est plus que prometteur et puis qui a montré que c'est assez solide sur plusieurs mois. Là, j'ai vu que tu recommençais à faire des vidéos. Euh, c'est quoi la motivation derrière? Parce que comme tu le dis, c'est pas pour commercialiser un produit, du moins pas tout de suite. C'est le souhait de ramener un peu d'humain face à un quotidien où tu es face à ton IA toute la journée, ou c'est quoi qui t'amène à faire ça? Ouais, principalement. Là, ce que j'ai fait depuis un an et demi, c'est très un peu boring. Moi, derrière mon écran, je fais plein de calculs. Moi, j'adore faire des vidéos, enfin, ça fait longtemps et j'adore toujours le faire aujourd'hui. Et donc là, je suis en train de relancer un format et j'adore apprendre. Et donc, je suis en train de relancer un format où, par exemple, je fais le résumé de livres. Il y a plein d'excellents livres qui sortent tous les mois avec plein d'informations intéressantes. Pas forcément que business, sur la santé, l'énergie, le cerveau, le mindset, enfin tout un tas de sujets. Et encore une fois de plus, ce projet là que je suis en train de lancer, où je veux sortir là une vidéo tous les 4 jours, il me sert moi. Moi, j'adore apprendre. Et donc, vu que je dois résumer des livres et que je le fais en vidéo, bah moi, je dois lire le livre, je dois le résumer, je vais apprendre de ça. Donc, c'est avant tout quelque chose qui va me servir moi-même. Et comme j'adore également faire des vidéos et partager ça, et je pense que ça peut être très utile aux gens, ouais, c'est pour ça que je me relance. Puis j'adore connecter aussi avec les gens. Moi, c'est vrai que ma communauté m'a beaucoup apporté. Quand je voyageais, je pouvais rencontrer du monde un peu partout. Enfin, ça a toujours été très bénéfique en fait. J'ai toujours fait des rencontres très intéressantes.
D'ailleurs, on s'est rencontrés comme ça. Tu es venu un moment au bureau que j'avais à Montréal parce que tu suivais les vidéos et puis on s'est rencontrés comme ça. Et si je regarde aujourd'hui les gens qui m'entourent, etc., j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens grâce à ça. Et je sais que bah, c'est quelque chose que j'ai mis un peu de côté ces dernières années, mais c'est quelque chose qui me manque et que j'ai envie de reprendre. Et comme tu dis, il y a pas de, il y a pas d'objectif, tu vois, derrière ça. C'est même quelque chose qui va me coûter de l'argent pour l'instant, parce que tu vois, les vidéos, c'est des vidéos qui durent 1 heure, faut qu'il y ait un éditeur derrière, il passe 2 jours de ça prend du temps en fait. Et j'ai pas de produit là, j'ai pas de formation que je vends, j'ai pas de, donc j'ai aucun objectif de monétisation derrière ça. Les objectifs, ils sont moi parce que j'ai envie de lire euh, plus et ça va me permettre de lire énormément. Ils sont de partager, de développer encore plus ma communauté, de rencontrer des gens et ça va me permettre de le faire. Et puis de toute manière, en fait, quand tu fais quelque chose avec par passion, parce que tu as vraiment envie de le faire, il faut pas regarder que l'opportunité entre guillemets financière au début, dans le sens où si tu as quelque chose qui marche, tu trouveras toujours quelque chose par la suite pour faire en sorte que ça marche aussi au niveau, au niveau financier. Donc c'est pour ça que ouais, je relance ce format et puis on va voir. Parce que ma chaîne, elle est un peu morte aujourd'hui dans le sens où j'ai pas fait beaucoup de contenu ces dernières années. Donc je verrai si je redémarre une chaîne ou pas, ou comment je vais faire ça. Mais en tout cas, c'est l'objectif là, que je poste beaucoup plus régulièrement. Ok. Bah, c'est super intéressant parce que auprès de ta communauté, tu as une image de jeune entrepreneur, mais mine de rien, tu es en train de devenir un vieil entrepreneur avec tout ce que tu as vécu. Euh, et dans tout ce qu'on a évoqué, on dit quelque part l'objectif de faire des thunes, ben, tu l'as fait, tu sais ce que c'est que de vivre un lancement réussi, tu sais aussi ce que c'est de faire des lancements qui marchent pas. Le fait de construire ta boîte, avoir des salariés, tu l'as fait aussi, ça t'a permis de au moins de dire bah ça c'est pas pour moi. Donc quelque part les motivations classiques qui t'amènent à créer un projet d'entrepreneuriat, bah, tu les as vécues, puis tu as fait le tri là-dedans. Euh, donc Ouais, ce qui est super intéressant, c'est qu'il en reste vraiment que l'essentiel en fait dans tout ce que tu dis là, et puis le fait que ça arrive au moment où l'IA t'amène tellement de trucs, je trouve que le ouais. retour d'expérience est super intéressant, hein. Et Et là, tu vois, pareil, dans ce projet, je pourrais me dire, ah ok, je vais faire ça, je vais résumer un livre par mois, parce que bah, c'est beaucoup de travail. Un livre par mois, ça ferait 12 livres par semaine. Sauf que je vais faire mon objectif, c'est de faire une vidéo tous les 4 jours, 2 livres semaine. Tu vois, sur un an, c'est 100 résumés de livres. Et donc, c'est toujours une différence de mindset ici. T'imagines la différence entre quelqu'un qui va le faire, imagine, il fait ça 1 fois par mois, et moi qui va sortir 8 résumés par mois. À la fin de l'année, le résultat que t'as itéré, t'as fait genre 10 fois plus d'expérience, d'erreurs, de retours, et tu vas beaucoup plus vite que la moyenne des gens. Donc, dès que tu veux, pareil, ce que je conseille aux gens, dès qu'ils veulent se lancer, peu importe ce qu'ils veulent faire, c'est comment faire en sorte que tu vas aller beaucoup plus vite que la moyenne des gens. Et pour ça, bah, ça demande généralement aussi de consacrer beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'efforts, de concentration, d'exécution. ok. Euh, et si on revient 2 secondes sur le développement avec de l'IA, donc tu as eu la révélation quand tu as pu développer un SaaS from scratch avec Codex tout seul. Donc, quelque part, le récit que tu en fais, c'est, bah là, je sais que ça, c'est le plus mauvais résultat que je vais avoir parce que les modèles vont s'améliorer et naturellement, ça va être de mieux en mieux. Mais est-ce que, en plus de ça, tu suis les évolutions récentes qu'il peut y avoir sur des agents automatisés, les systèmes de loops, les RAG, tous ces trucs-là. Et est-ce que tu continues à faire de la veille technologique en tant que membre actif de cette communauté IA, ou est-ce que tu es sur du good enough et tu te concentres sur la partie métier et ton métier de trader? Non, je reste quand même très très connecté tous les jours sur ce qui se passe, sur les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché, par ce que je fais, mais aussi également par le domaine financier. Dans le sens où
tout ce qui se passe au niveau de news sur l'IA euh, crée des impacts plus ou moins importants sur les marchés financiers. Et du coup, je suis au courant de même beaucoup plus que ce qui se pouvait se passer auparavant. Parce que si aujourd'hui le marché il est en train de cracher, il y a certainement une raison derrière ça. Je sais pas, moi je mise par exemple beaucoup sur les néoclouds, donc toutes les boîtes qui sont en train de construire des data centers et qui fournissent le compute à OpenAI, Anthropic et toutes ces boîtes-là parce qu'il n'y a pas assez de compute. Et il y a beaucoup de boîtes de ce type comme Aren, Cypher, Wolf, Envious, toutes ces compagnies-là qui ont connu une évolution incroyable ces 12-24 derniers mois. Et ces compagnies-là, ils bougent à peu près tous ensemble. Donc il y a des jours ils sont en vert, il y a des jours ils sont en rouge. Et quand ils perdent 5% ou 10% à la journée, il s'est passé quelque chose. Meta, par exemple, je te donne un exemple, mais Meta a annoncé il y a 2 semaines qu'ils allaient vendre également eux-mêmes du compute parce qu'il y a une demande qui est. Du coup, ça a fait cracher, tu vois, toutes ces boîtes parce qu'il y a un nouveau compétiteur sur le marché. Il y a le modèle de chinois en open source qui est arrivé la semaine dernière, qui a créé un mouvement un peu de panique sur le marché parce que bah, le modèle est beaucoup moins cher. Et du coup, bah, c'est un peu, voilà, un peu un risque pour beaucoup de boîtes. Donc ça a fait cracher l'IA. Tu vois, il y a eu un peu un sold-off de l'IA la semaine dernière. Donc, je suis beaucoup plus au courant aujourd'hui du fait que je m'intéresse beaucoup au marché financier de ce qui se passe. Hmm. Ouais, bah là, sur l'anecdote de l'arrivée massive des Chinois, on sent qu'il y a un truc où ça arrive à un timing où les acteurs américains, ils semblent être dans une phase où ils aimeraient bien largement augmenter leurs tarifs pour avoir un peu de thunes qui rentrent. Et en fait, ils se retrouvent en compétition avec des mecs en face qui cassent complètement les prix. Donc, non seulement ça casse leur ambition de monter les prix, mais en plus, ça les amènerait plus à les baisser au pire moment pour eux. Donc, ouais, c'est assez intéressant à suivre. Ouais, ouais, ouais. Tiens, d'ailleurs, sur l'aspect compute, t'en parles, on habite tous les deux au Canada. C'est quoi, toi, ton analyse de pourquoi il y a si peu de choses qui se font? Parce un data center, ça vit mieux quand il fait froid. Ici, il fait froid. Quelque part, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de choses qui se passent. En plus, au Québec, on a l'électricité qui est verte et pas chère. Et j'ai l'impression que peu de choses se passent. Est-ce que tu as une explication ou au contraire, ça se passe, mais c'est moi qui suis pas au courant? Il y a quelques projets qui se passent. Il y a Hive, il y a Iron qui développe des projets ici, mais beaucoup moins, c'est sûr, qu'aux US. Je pense qu'il y a un aspect aussi communauté, qui a un gros aspect sur les data centers. Tu vois, par exemple, au Texas, c'est là où il y a le plus aujourd'hui, je pense, de data centers aux US. Pourquoi? Parce que c'est un environnement qui est très favorable pour toutes ces entreprises-là au niveau communauté, etc. À New York, là, dans l'État de New York, ils viennent de passer une loi qui freine justement tous ces développements parce que il y a beaucoup de, il y a des États aux États-Unis où les gens manifestent contre pour différentes raisons, mais ils sont pas, voilà, d'accord qu'il y a toutes ces constructions, etc. Et donc il y a aussi cet aspect-là qu'à prendre en compte. Mais c'est vrai qu'il y a quelques projets quand même au Canada, mais je sais pas après s'il y a certainement d'autres aspects que ça. Mais c'est assez bizarre ouais, qu'il n'y a pas peut-être plus par rapport à bah, ce qui se passe notamment au Texas, quoi, où il y a énormément de projets qui sont créés aujourd'hui. Ouais, c'est assez paradoxal que là où ça se développe le plus, c'est les endroits où il fait le plus chaud et où ils ont le plus de galères à arriver à maintenir des data centers climatisés. Mais c'est, Ouais, ouais. Et alors tout- ça, c'est pareil avec l'IA, ce qui est assez incroyable aujourd'hui. C'est pas notre, c'est pas juste sur l'exécution, c'est aussi sur la réflexion. C'est-à-dire, tu peux utiliser aujourd'hui des modèles sur avoir des réflexions sur les chiffres d'aujourd'hui dans tel domaine, qu'est-ce qui potentiellement, quels sont les scénarios possibles dans le futur. Toi, ça te permet vraiment euh, de réfléchir quand même à un haut niveau. Tu peux utiliser l'IA comme un thérapeute aussi, tu vois, qui va venir te challenger, te questionner. Ça, c'est très très intéressant aussi, je trouve. Ça, c'est un autre domaine où je l'utilise beaucoup.
Et aujourd'hui, j'utilise une IA qui m'analyse tous les calls des earnings des entreprises publiques qui m'intéressent. Donc, dès qu'il y a Google, par exemple, c'était hier soir, ils avaient leur earning hier soir. Ils ont toujours un call quand c'est comme ça où ils expliquent les projets, etc. Je fais analyser ce call avec une IA qui me donne un scoring et qui compare ce scoring avec tous les autres analyses que j'ai pu faire. Ça me montre un peu le potentiel, ce qu'ils ont fait ce dernier trimestre, ce qui est prévu par la suite, etc. Bon, bah ça, clairement, ça serait extrêmement compliqué. Il faudrait que j'embauche quelqu'un limite à temps plein pour faire ça, et je suis pas sûr que les informations seraient mieux de ce que je pourrais avoir. Donc ça aussi sur la réflexion, le brainstorming, sur les études, c'est assez incroyable. Et sur la partie trading, donc il y a un peu deux écoles, ceux qui vont plutôt étudier le marché comme si c'était des mathématiques, en cherchant des patterns, ce genre de choses. Puis d'autres qui vont plus sur du fondamental à écouter les actualités autour. Toi, tu sembles dire que tu as beaucoup misé justement sur cette étude de l'environnement économique et de voir le marché comme une conséquence de ça. Est-ce que tu marches sur ces deux pattes ou est-ce que enfin, l'IA t'a aidé dans les deux domaines, j'imagine? Ouais, en fait, pour moi, c'est un peu une fausse bataille des gens qui disent, ouais, moi, je jure que par l'analyse technique, que par l'analyse fondamentale, tout, parce que ça dépend, tu vois, de la manière dont quelqu'un va investir. La personne qui fait du scalping, qui ouvre une position pour une minute, il s'en tape du fondamental. Il n'a pas besoin de savoir que la compagnie performe, faire des chiffres. Il a aucune importance pour lui. La personne qui se positionne sur une compagnie sur des délais beaucoup plus importants, lui c'est différent. Moi j'ai utilisé les deux, mais aujourd'hui je me rends compte que les deux ils vont très bien ensemble. Aujourd'hui, moi, principalement, ce que je recherche sur le marché, c'est des compagnies qui sont en discount par rapport aux fondamentaux qu'ils ont aujourd'hui. Je repère des compagnies qui sont à 50% plus bas en termes de tarifs que ce qu'ils étaient sur leur all-time high des 12 ou 24 derniers mois et qui ont des fondamentaux qui sont meilleurs au moment où ils étaient en all-time high. Et je repère ces compagnies-là. Pourquoi? Parce que si tu investis sur une boîte qui a 50% de discount et qui revient à son point de all-time high, ça veut dire que toi, tu as fait 100% dessus. J'utilise l'IA pour ça, pour me créer des alertes, pour analyser tous ces calls-là, pour analyser toutes les news également qui passent, parce qu'une compagnie va avoir tout un tas de news dans son cycle de croissance. Et ça, ça m'aide énormément. Donc c'est vraiment une analyse voilà, il y a une fondamentale où aujourd'hui j'investis peu sur des boîtes qui ont pas quelque chose de solide en termes de chiffres. Seule exception aujourd'hui où j'investis beaucoup, c'est toutes ces boîtes de néocloud qui construisent des data centers parce qu'eux, il faut qu'ils crachent énormément de cash. Et quand ils signent des deals, c'est des deals qui sont énormes. Mais les deals qui sont signés aujourd'hui, c'est des deals qui vont être délivrés des fois l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc c'est du cash qui rentre pas forcément tout de suite. Donc ça, c'est une exception que je fais. Mais sinon, j'investis principalement sur des boîtes qui performent en fait. Si tu regardes tous les mois leur croissance, ils sont en train d'avoir une énorme croissance. Et ce qui est très intéressant, c'est que le marché, souvent, il va... voilà, il y a une boîte qui va perdre la moitié de sa valorisation parce qu'il y a des événements macro, on appelle ça, qui sont en train de se passer. Donc par exemple, la guerre en Iran crée tout un tas de choses. La Fed dernièrement va pas faire on appelle ça un cut rate. Ils vont plutôt hausser les taux, et ça crée également des phénomènes pour les banques digitales. Par exemple, il y a une banque digitale que je suis aux US qui s'appelle SoFi, qui est en train de cartonner. Ils ont une croissance énorme et pourtant ils ont perdu 50% de leur valorisation. Là, ces 12-24 derniers mois. Donc ça, c'est des boîtes qui m'intéressent énormément. Et si j'utilisais pas l'IA, c'est sûr que ça serait beaucoup plus complexe parce qu'il y a plein d'opportunités que je pourrais que je raterais. Et ça t'amène des fois à aller sur des terrains complètement bizarres ou exotiques ou ça reste quand même des études de marché relativement bien établies? Non, tu vois, hier j'ai investi sur une boîte qui crée des matériaux dans le bricolage, etc. Et ils font voilà, ils cartonnent en termes de chiffres, ils ont des fondamentaux.
un cash en réserve incroyable. C'est pas des quelque chose moi enfin j'aurais pas trouvé cette boîte, c'est pas quelque chose que je connais du tout. Donc des fois j'investis sur des boîtes qui font des choses qui sont ouais, complètement différentes. C'est pas forcément que des boîtes dans la tech, que des boîtes dans l'IA, etc. Et est-ce que tu as eu l'occasion de te confronter à des traders, on va dire, plus classiques? Parce que tu disais tout à l'heure que ça t'a permis d'agréger en un an 5, 10 ans d'expérience. Et je crois vraiment que c'est ça qui peut se passer. Mais est-ce que ça t'amène l'expérience qui va dans le même sens qu'un schéma de trading classique? Ou est-ce que finalement, si tu discutais avec un trader classique aujourd'hui, il te trouverait complètement weird parce que t'as pris des chemins complètement différents et peut-être presque aberrants pour eux, simplement parce que t'as été un peu un self-made man assisté par de l'AI là-dessus? Non, je pense pas forcément, parce que si je regarde tous les traders que j'ai pu étudier, finalement, ils ont tous, on appelle ça leur setup différent. Ils exécutent tous des stratégies un peu différentes. Oui, il y en a beaucoup, surtout dans les short term, les day traders, on va dire, qui utilisent les mêmes stratégies. Par exemple, une stratégie très commune que beaucoup de gens exécutent, c'est qu'ils shortent des small, on appelle ça des small caps, des entreprises qui ont peu de valorisation, qui vont faire 100, 200, 300% dans la journée parce qu'il y a une news qui est tombée le matin. Mais généralement, toute cette montée, elle va redescendre dans la même journée. Donc ils attendent le point haut et ils shortent ce type de compagnie. Mais il y a beaucoup de gens que j'ai pu étudier qui ont des stratégies vraiment, vraiment différentes. Le seul truc différent peut-être que ce que je peux voir aujourd'hui de ce que je fais par rapport à ce qu'ils font, c'est que peut-être que, alors ma première année n'est pas finie, mais si elle se finit comme c'est prévu pour le moment, je vais faire normalement à peu près 100% pour ma première année. La seule différence, c'est que souvent les premières années, ça leur a pris généralement 2, 3, 4, 5 ans. Pour certains, ils ont quand même perdu beaucoup. Ça dépend, hein. J'ai étudié des traders qui ont eu des résultats également assez rapides, et même la première année. Mais ça peut être un peu la différence. Mais en tout cas, j'ai été stupéfait de voir. Enfin, il y a des gens comme Christian Koulimagi, par exemple, un des meilleurs swing traders. Il a fait une année à 750%. Pour moi, c'était un peu. Enfin, ça me paraissait même pas possible. En fait, je savais même pas qu'il y avait des gens qui faisaient 700%. Enfin, c'est complètement fou. Mais en fait, quand j'ai regardé ça de plus près, ben oui, c'est possible, mais ça dépend aussi des conditions du marché. Il l'a fait dans une année où le marché a connu une très grosse montée, une très grosse évolution. Mais je pense pas que la stratégie que j'utilise aujourd'hui, il dirait, oh non, c'est bizarre. Je pense pas, non. Ok. Et là, donc, tu as un outil que tu as forgé depuis un an. Est-ce que tu as l'impression que ça se stabilise et puis ça te laisse de plus en plus de temps pour faire tes petites vidéos? Ou est-ce que tu as plutôt le feedback qu'ont beaucoup de gens qui sont dans les AI, et puis moi je le suis là, c'est que on n'a jamais autant bossé de notre vie que depuis qu'on a des machins qui automatisent plein de choses? Ouais, bah en fait, ici pareil, j'ai dû expérimenter beaucoup de formes différentes d'investissement et de trading pour me rendre compte de ce qui me correspondait à moi-même et ce que je voulais faire. Donc là aujourd'hui, je dirais que ça se stabilise pas mal et j'ai beaucoup plus de temps. C'est pour ça que je me relance dans les vidéos. Parce qu'avant, je faisais principalement du scalping et du day trading. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais devant des graphiques tous les jours, en fait, quasiment toute la journée. Aujourd'hui, je me positionne. Je suis plus en positionnement qu'en trading pur. Et donc, ça me laisse beaucoup de temps parce que ça m'arrive encore aujourd'hui à l'ouverture des marchés à 9h30 de prendre des trades si je vois vraiment quelque chose d'intéressant pour 10, 20, 30 minutes où je vais ouvrir une position et la fermer. Donc ça m'arrive, mais si je le fais, c'est vraiment à ce moment précis, là où il y a le plus de liquidité à l'ouverture à 9h30, entre 9h30 et 10h, mais c'est tout. Après, mes autres positions, je vais avoir des fois une vente à faire dans la journée, un achat, etc. Mais ça ne me demande pas énormément de temps. Donc j'ai beaucoup plus de temps, mais j'ai ce temps-là également en ayant étudié avant, en essayant plein de choses et en me disant, ok,
En fait, il y a quelques mois, je me suis dit, ok, est-ce que je vais vraiment être heureux dans 5 ans si je suis en train de passer toute ma journée derrière l'écran en faisant du day trading? Et la réponse est non. Peu importe l'argent que je gagne. Je peux gagner 100 millions, je m'en fous. Si je suis derrière mon écran et que ce que je suis en train de faire, ça ne m'épanouit pas énormément, peu importe l'argent, ça va pas changer grand-chose. Et donc, mais ça, toujours pareil, cette réalisation, j'ai dû le faire, expérimenter différentes formes. Pour aujourd'hui, je pense, c'est ce que je pense aujourd'hui au bout d'un an, mais tu vois, ça va sûrement encore évoluer. Mais là, la voie que je me dirige, c'est quelque chose d'un peu plus posé, où je suis pas en train d'ouvrir, fermer des positions toute la journée, c'est plus sur le moyen long terme. Et du coup, bah, ça me laisse beaucoup de temps à côté. Et comme le trading est quand même une activité très solo, bah, ce temps-là, je vais essayer de le consacrer plus pour aussi connecter, développer ma communauté et puis avoir ce côté plus relationnel en fait. Pour terminer cet entretien, une question que je peux pas ne pas te poser, même si elle est super compliquée, puis encore plus pour toi qui a eu une carrière très riche et qui est parti dans tous les sens, c'est tu te verrais comment à horizon 5, 10 ans? Est-ce que finalement tu vas suivre l'évolution de l'AI et aller sur des choses qui seront de plus en plus assistées par la techno, ou est-ce qu'au contraire, en contrebalancier, tu aurais le goût de faire quelque chose qui a absolument rien à voir avec tout ça? Est-ce que des fois tu prends un moment pour te poser et te dire c'est quoi ma vision à plus long terme que des objectifs financiers à l'année? Bah, moi, je reste quand même passionné de technologie de manière générale. Donc, je pense que je serai toujours informé et toujours en train de tester un peu les nouvelles technologies. Après, dans ce que je vais faire exactement, je sais que l'investissement, le trading, c'est quelque chose que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie parce que j'adore. Et surtout, si je trouve une forme d'investissement qui me laisse énormément de temps libre, c'est plutôt cool. Et après, je dirais en termes vraiment je peux très bien, oui, faire des choses qui ne seront pas vraiment peut-être reliées à la tech. C'est plus des choses pour, tu vois, rencontrer du monde, une partie de ma journée qui est pas derrière un écran, mais plus avec des gens en train de faire quelque chose. Avoir un peu ce côté aussi aventure qui est important pour moi, peut-être voyage. Donc, ouais, je sais pas exactement. Après, c'est vrai que je suis aussi principalement aujourd'hui mes envies. Et si, je sais pas, dans un an, je suis hyper frustré par un problème que j'ai qui n'est pas solutionné sur le marché et que j'ai envie de le résoudre parce que c'est une mission qui me tient à cœur et je pense que ça peut aider énormément d'autres gens en plus de moi, bah, c'est possible que je me lance dedans et peut-être que ce problème, il sera pas du tout relié à la tech, peut-être que oui. Mais moi, j'essaie d'avoir une vision toujours assez large sur le monde, sur ce qui se passe. Je me limite pas du coup dans mes choix. Je me limite plus sur est-ce que ça me tient vraiment à cœur? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? De me poser vraiment des vraies questions avant de démarrer quelque chose et vraiment de me demander si ouais, c'est quelque chose qui potentiellement va m'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que je peux faire qui, je sais, m'apporteraient, me feraient gagner beaucoup d'argent, mais qui vont pas m'épanouir en fait. Ou c'est quelque chose où je vais passer la plupart du temps derrière mon écran en train de coder un SaaS ou peu importe. C'est plus des choses que j'ai envie de faire, tu vois, aujourd'hui. J'ai plus envie d'avoir en tout cas des projets qui vont me connecter avec du monde. Parce que et ça, c'est un problème qui est là aujourd'hui, mais c'est un problème qui va s'amplifier dans les prochaines années. D'ailleurs, il y a des entreprises qui sont en train de cartonner. Il y a une entreprise à Toronto, je crois qu'elle existe aussi à Paris. Ils ont créé une app où tu vas dîner avec des inconnus, par exemple. Ça marche très très bien. Ils sont en train de se développer dans le monde entier. Ils font payer, ils ont un modèle à abonnement et tu dis, bah, samedi soir, je suis dispo, il te match avec 5 personnes et tu fais ça. Parce que le problème qui va arriver dans les prochaines années, surtout avec l'IA, c'est que les expériences que tu vas pouvoir vivre à la maison vont être tellement incroyables que tu n'auras plus envie de sortir de la maison. C'est-à-dire même d'aller voir un match de basket parce que tu es passionné de basket, tu vas te mettre quelque chose sur les yeux et tu vas être plongé dans l'expérience comme si tu étais là-bas.
On va avoir des choses au niveau des jeux, c'est pareil, au niveau de même des relations, tu vois, amoureuses. Est-ce que les dates, le fait d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un, va être dans 10 ans dans le vrai monde, dans le monde physique? Je suis pas sûr. Il y a des gens, ils vont se connecter en virtuel, ils vont se voir, ils vont avoir leur échange. Et tout ça, c'est bien, c'est génial. Mais ça crée forcément des problèmes d'isolation, ça crée des problèmes. On a quand même besoin, on est des êtres relationnels, on a besoin de se connecter, d'avoir une partie relationnelle dans notre vie. Si la partie, si on est constamment dans le virtuel, je pense que c'est un problème. Et d'ailleurs, ce problème, il s'est accentué énormément ces dernières années, hein, surtout après le Covid. Si tu regardes les réseaux sociaux, le temps que les gens passent dessus, sur les écrans, le divertissement qui nous entoure, il est incroyable. Il y a toujours une série incroyable qui vient de sortir sur Apple, Netflix, Prime et compagnie. Tout ça est génial, mais fait en sorte que les gens restent de plus en plus chez eux, connectent de moins en moins. Et voilà, il faut pas oublier, je pense non plus, d'aller dehors, quoi. Aller dehors, de rencontrer des vrais gens, des vrais échanges. Tu vois, moi, je pense que dans 10, 15 ans, il y a énormément de gens dans le monde qui vont être dans une relation amoureuse avec une IA. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. J'ai pas la réponse à ça, tu vois. Ce que je sais, c'est que ça va certainement arriver. Ça peut paraître un peu triste. Donc, ouais, c'est sûr qu'il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à résoudre. Heureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent déjà sur des solutions aujourd'hui, qui mettent des choses en place, qui mettent tout un tas de choses en place pour rencontrer du monde, pour des événements, des choses. Et en tout cas, pour les gens que ça intéresse, il y a énormément de choses à faire dans ce domaine parce qu'il y a de plus en plus de demandes de gens qui sentent ça, qui sentent qu'ils ont besoin de rencontrer du monde et qui veulent et qui sont en demande en fait de différents services dans ce domaine. En tout cas, ça donne envie de voir ce que tu vas nous sortir dans les années à venir. Euh, je disais en blaguant au début de l'interview que tu étais un influenceur avant que la notion existe, mais tu as influencé énormément de monde, de jeunes en particulier, à se bouger le cul, à sortir de chez eux, à oser entreprendre, à oser faire des trucs de leur vie. Moi, je sais que j'étais connu effectivement par les vidéos, puis tu m'as aidé à titre personnel à oser voyager, ce que j'avais jamais fait avant mes 40 ans. Et si je me suis retrouvé expat aujourd'hui, c'est aussi parce que ces vidéos-là m'ont influencé au début. Est-ce que ce côté influence, puis on va s'arrêter sur cette dernière question, tu l'imaginerais, je sais pas, peut-être dans quelques années, à faire du mentorat, à accompagner des jeunes, à aller, pas par des vidéos, mais vraiment en les voyant face à face, à avoir un peu ce travail de transmission et de retour de tout ce que la vie t'a apporté en quelque sorte. Ouais, c'est possible, c'est vraiment possible. Il y a un mois de ça, je suis intervenu dans une école française ici à Toronto. Je trouvais ça super cool. Et c'est possible que, même, tu vois, à un moment, je réfléchissais avec quelqu'un à organiser des retraites, tu vois, des de retraite où tu fais quelques jours, où t'es vraiment, voilà, tu déconnectes, tu te retrouves avec une communauté de personnes qui est en lien avec toi, ce que tu fais, ce que tu aimes, etc. Et donc, c'est vraiment possible, ouais, de faire ça, que ce soit sous conférence ou en petits groupes. Moi, j'adore de toute manière ce que je peux faire au quotidien, partager les erreurs que j'ai pu faire et que je peux faire aujourd'hui. Enfin, j'adore partager de manière générale. C'est aussi pour ça, tu vois, que je suis en train de refaire des vidéos aujourd'hui. Et donc, je pense que oui, c'est vraiment possible que par la suite, je mette des choses en place dans ce sens-là. Excellent. En tout cas, merci d'avoir partagé cette heure. Ça a été un plaisir de te Merci à toi. retrouver. J'ai l'impression de faire un retour dans le passé, à l'époque où on se retrouvait tous les jours en visio à faire le point sur nos projets. Mais là, en tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup pour tout ce que tu as pu donner.
Et Bah, avec puis, plaisir, merci à toi, c'était cool. on se revoit très bientôt. Ça marche. Bye bye.